Moi, je m'appelle Assietou Penda Diop. Je suis sociologue de formation et je travaille sur les questions de genre et d'égalité femmes-hommes. Je suis chroniqueuse littéraire à mes heures perdues. C'est ce que Amina Sek m'a dit. Donc, je laisse même à Ken Bogoul dire bonjour et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Oui, bonjour. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais d'abord commencer par dire que je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment la toute première fois que je participe à une assemblée pareille, à une assemblée où on rassemble des femmes, lectrices, libraires, auteurs ou autrices pour parler d'idées, de questionnement sur notre société. Donc moi, c'est la toute première fois. Et je remercie Amina Sek pour avoir créé cette initiative, pour avoir été à l'origine de cela et pour m'y avoir associé. Je suis très, très, très honorée d'être ici et j'espère que vous l'êtes également. Et j'aimerais dire à propos de cette initiative que je demeure convaincue que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse perpétuer parce que nous avons tous besoin de référentiels féminins. Nous avons besoin d'avoir des idées, nous avons besoin d'échanger entre nous pour ressortir tout ce qu'il y a comme question qui nous concerne en tant que femmes africaines, en tant que femmes noires. Je crois que c'est extrêmement important et cela nous permettra également de pouvoir contribuer aux réflexions qui se font au niveau mondial. Et en parlant de référentiel féminin, nous avons une illustre figure féminine aujourd'hui avec nous, Ken Bogoul, qu'on ne présente plus, Madame Marietou Mbaye, de son vrai nom, mais que vous connaissez sous le pseudonyme de Ken Bogoul et qu'on adore également. Et nous allons parler de son parcours littéraire. Parler de son parcours littéraire reviendra à parler des ouvrages qu'elle a écrits, faire une balade littéraire, comme on a dit hier, et nous assurer que nous recevions de sa part à elle les différentes questions qui ont été abordées dans ses ouvrages. Et Ken Bogoul, c'est surtout une écriture autobiographique, pour la plupart, liée à des péripéties, aux péripéties qu'elle a eu à rencontrer dans sa vie. Je ne vais pas revenir sur des questions qui concernent forcément toute son autobiographie, mais je vais juste m'appesantir sur certains petits points relatifs à des moments clés de sa vie. Alors, elle est née dans une famille large, dans une famille nombreuse, avec un père à 85 ans d'âge à sa naissance, et un petit déphasage entre sa perception à elle, même en étant enfant, un petit déphasage entre sa perception et la société, bien entendu la société sénégalaise d'alors. Et nous allons voir que Ken Bogoul s'inspire de toutes ces péripéties-là de sa vie pour pouvoir sortir ce besoin ardent qu'elle avait d'écrire. Donc écrire comme une thérapie, raconter son histoire, extérioriser son ressenti. Quand elle intègre l'école en tant qu'auditrice libre, comme on aime le raconter, elle creuse davantage cet écart-là qu'il y a entre elle et la société sénégalaise d'alors. Et elle n'hésite pas, bien entendu, à donner son avis, à donner sa perception des choses qui pouvaient être différentes de ce qu'on a l'habitude de voir communément. Et cela est rappelé de l'autre côté du regard, un de ses ouvrages que vous avez certainement déjà lu, en poursuivant ses études, bien entendu, à l'Université de Dakar d'abord, et puis en Occident. Elle fait face à des réflexions nouvelles, elle fait face à des idéologies nouvelles qui vont la pousser à avoir plus envie d'écrire et de partager son expérience et de partager son avis plutôt dans le Baobab Fou, dans Cendre et Braise, où elle aborde également les violences physiques et psychologiques auxquelles elle a eu à faire face. Un parcours littéraire qui est singulier de par la densité de l'écriture, de par la profondeur des histoires qui y sont abordées, mais surtout de par l'audace. L'audace avec laquelle Ken Bogoul décrit la société sénégalaise et déconstruit certains stéréotypes, certains idéaux qui ont été reçus sur le plan traditionnel, sur le plan religieux, sur le plan coutumier. Alors, l'écriture, je l'ai dit tantôt, la question identitaire, la condition féminine, le dépassement de soi,
Ken Bougoul, un constat de l'écriture, un côté sombre, froid, audacieux, je l'ai dit tantôt, mais surtout ce côté lucide dans la description de vos histoires, dans la description des différentes thématiques. Je vous donne la parole pour que vous puissiez nous en faire part, s'il vous plaît. De l'audace ou de... De tout. De tout. Merci beaucoup. Bonsoir. Il y a tellement de choses ont été dites que je ne sais plus si je dois partir de l'audace, parce qu'au moins ça, oui, je m'en souviens. Parfait. Non, quand on parle d'audace, en fait, moi, je ne trouve pas qu'audace soit vraiment un mot qui devrait faire sursauter ou je ne sais pas. Ça dit, pour moi, c'est être vrai. Il y a un dicton nigérian, mais je ne sais pas si c'est Yoruba ou si c'est Igbo, mais en tout cas, qui dit que pour dire la vérité, il faut avoir un cheval apprêté, prêt à côté de toi. Parce que quand tu dis la vérité, mieux vaut prendre le cheval et partir. Donc ça veut dire que quand on dit la vérité, quand on ose dire la vérité, on pense qu'on fait preuve d'audace. Le chauffeur de taxi qui m'a mené tout à l'heure, il disait que pour vivre maintenant dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir mentir. Si tu ne sais pas mentir, tu ne peux pas t'en sortir. J'ai dit, oh là là, mais ça va être compliqué maintenant, il faut que j'apprenne à mentir. Parce que je veux vivre dans cette société. J'ai dit, ah d'accord, à partir d'aujourd'hui, je vais m'y mettre, je vais apprendre à mentir. Donc, quand on parle d'audace dans mon écriture, en fait, ce n'est pas une question d'audace, c'est une question je dis ce que je ressens, ce que j'écrive ou que je parle dans la rue, au marché. De toute façon, je dis toujours, j'exprime toujours ce que je sens, ce que je ressens. Au moment même où je suis dans une dynamique d'expression, quelle qu'elle soit. Donc peut-être c'est cette approche du vrai que les gens disent « Oh là là, c'est de l'audace, oh là là, c'est scandaleux, oh là là, comment elle ose ?» Alors que pourtant, je dis des choses fondamentalement vraies, vécues, ressenties. Et si je peux les avoir vécues, quelqu'un d'autre peut les avoir vécues. Exactement. Mais peut-être c'est... l'époque à laquelle ces questions ont été abordées. Ah, même pas. Même là, moi, j'ai mes copines on a le même âge. Jusqu'à présent, quand je dis des choses, ils disent « Yo, pourquoi toi, tu ne peux pas dire ça? Yo, c'est mes copines, hein? Elles ne viendraient même pas ici, alors qu'on est tout le temps ensemble. Hein? Mais elles ressentent des choses, mais elles ne doivent pas le dire. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas, parce que ce sont des mamans, la société les a placées dans un rôle. En carcan, encore un rôle. Oui, parce que si on les avait mis dans un carcan, à un moment, elles vont être un peu... quoi. Mais là, c'est dans le rôle. Oui. Parce que quand on vous donne un rôle, après, vous finissez par y croire. On dit, ah, vous êtes une grande dame. Oh là là, vous y croyez? Vous êtes une femme bien. Oh là là, vous commencez à y croire. Vous êtes une femme pieuse. Koubar, il y a du bar. Et vous y croyez. Exactement. Alors que peut-être c'est pas vrai. Et c'est un conditionnement de comment est-ce que vous devez être en tant que femme. Après on est conditionné dans ce rôle, etc. Et ce rôle, insidieusement, vous met dans... le rôle devient réducteur et vous empêche de vous épanouir parce que vous-même, vous avez même peur d'en sortir. Parce qu'on vous a attribué le rôle qui vous a tellement conditionné et que vous vous l'appropriez, même si vous ressentez quelque part qu'il y a une irascibilité existentielle que vous ne pouvez même pas analyser, inconsciemment aussi vous avez toujours peur de dire, mais faire une remise en question, mais est-ce que ce rôle qu'on m'a attribué me convient? Exactement. Donc c'est ça en fait. La plupart des femmes, des gens, même des hommes, mais surtout les femmes,
vivent dans ce conditionnement en fonction du rôle qu'on leur a attribué et qu'elles ont accepté de jouer. Exactement. Et après, elles sont enfermées dedans et elles ne peuvent plus en sortir. Exactement. Et vous avez eu tout au long de votre parcours littéraire l'occasion d'aborder des questions qui sont relatives à ces rôles-là qu'on attribuait aux femmes. Donc l'occasion de déconstruire les stéréotypes qui étaient reçus sur le plan traditionnel, sur le plan coutumier. Et je lisais je regardais une interview sur France 24 où vous disiez qu'il fallait que nous nous révoltions. Que nous nous révoltions, entre guillemets, bien entendu, mais que nous puissions aborder des questions que l'on n'a pas l'habitude de voir sur la place publique. Et que même si aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites, il y a énormément d'avancées sur le plan intellectuel, il faut que l'on continue cet engagement, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la prise de parole, tout simplement. Oui, parce que la journaliste, elle me demandait si après tout ce que j'ai vécu, est-ce que je suis encore révoltée? Alors là, je dis, mais c'est encore aujourd'hui que je suis plus révoltée qu'avant. C'était une question même un peu... Est-ce que tout ce que vous avez vécu, vous révoltez encore? Mais le monde d'aujourd'hui est encore plus révoltant que ce que moi j'ai connu. Donc je lui disais que bien sûr que c'est maintenant qu'il faut se révolter, que je suis révoltée plus que jamais. Et cette révolte aussi, il ne suffit pas aussi d'être révolté. Tout simplement une révolte de salon, de fauteuil. Oui, il y a ce genre de révolte, de confort. On est bien installé dans son... Ah, ça, c'est pas bien. Ah, non, je suis pas d'accord. Ah, mais c'est révoltant. Mais tu as vu ça, ce qu'on fait? Oui, mais là, il faut des actes. Il faut agir. Exactement. Agir, c'est pas se lever aussi, d'aller manifester, ouais, pancarte. Mais agir, c'est déjà... c'est pas le groupe qui agit, c'est l'individu qui doit agir. Quand on est contre quelque chose, on doit le montrer. Parce que c'est l'individu qui change la société, c'est pas la société qui change la société. Donc ça dit que c'est à son propre niveau. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose, à partir de ce jour-là, cette chose-là, on ne doit plus la faire. Si on est contre, je sais pas moi, le vol ou contre la médisance, mais il ne faut plus déjà soi-même commencer par ne plus voler, ni médire, ni mentir. Moi, chaque fois que j'écris quelque chose, le livre, la thérapie n'est pas seulement de me sortir d'une souffrance, etc. Mais ça me construit. Donc il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas écrire, parce que le jour où je vais écrire dessus, je vais y renoncer. Et comme j'ai besoin d'un peu de perversité aussi pour que ma vie soit un peu plus intéressante, hein. Ouais, il ne faut pas aussi nickel comme ça. Hein. Ouais, non, il en faut, oui, ça apporte un peu de sel. Oui. Donc il y a des choses, mais comme ça ne concerne que moi dans l'intimité, donc bon, ça fait de mal à personne. Mais donc... pour lier avec l'écriture, donc la thérapie, c'est pas seulement de soigner des souffrances, etc. C'est vraiment aussi la construction d'un être humain intégral, comme disait Aimé Césaire. L'écriture, alors, une thérapie constructive tout au long de ce que vous avez eu à faire. Donc, cela a été une thérapie constructive. Cela vous a permis de non seulement sortir les souffrances, mais également avoir des actions clés à pouvoir proposer aux gens. Oui, c'est une question de cohérence. Exact. De conséquence. Parce qu'il faut aussi être conséquent avec soi-même. On ne peut pas dire une chose, croire à une chose et passer de l'autre côté. Moi, je crois que pour l'équilibre fondamental d'un être humain, c'est cette cohérence avec soi-même, cette conséquence avec soi-même. Parce que sans ça, on construit des sociétés complètement déstabilisées. On va dire que non, c'est la politique politicienne, c'est la mauvaise gestion, c'est la corruption, etc. Non, c'est-à-dire les individus sont déséquilibrés par incohérence avec eux-mêmes. Et ça, c'est par exemple un mal qu'il faut absolument soigner afin qu'on ait des sociétés où tout le monde ne peut pas être tout. Il faut des fous, hein. Il en faut d'ailleurs. Sinon, il faut en fabriquer, ça c'est nécessaire. Mais qu'on ait une majorité de gens équilibrés, enfin même de permettre aux fous aussi de s'épanouir. Parce que si les fous sont entourés de gens déséquilibrés, les pauvres, ils ne peuvent même plus vivre
leur folie d'une manière entière, quoi. Et donc, c'est vraiment cette société où les individus sont déséquilibrés, déstabilisés, uniquement par un problème d'incohérence et d'inconséquence avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Oui. Parfait. Et vous revenez également dans... L'écriture aide, mais la lecture aussi y aide. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. Exactement. Oui. Exactement. Je crois que c'est un excellent conseil pour toutes les jeunes femmes et pour toutes les jeunes filles qui sont là aujourd'hui avec nous. Et vous parlez également de questions liées aux violences physiques, aux violences psychologiques dans Sandré Braise. Et je crois que c'est une question qui nous interpelle toutes et tous aujourd'hui, vu le regain de violence qu'il y a au Sénégal, surtout les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Il y a un engagement citoyen qui est là, qui est constitué par des femmes, par des hommes, par des jeunes filles. Mais je pense qu'il y a également beaucoup de choses que nous devrions faire pour pouvoir renforcer tout cet engagement citoyen qui est mené par les femmes et les hommes. Et j'aurais bien aimé que peut-être vous reveniez un peu sur cet ouvrage-là, à la base, Sandré Braise, et qu'on puisse nous aussi en tirer des lignes constructives. Oui, ça de Sandré Braise, c'est écrit il y a très très longtemps. C'est-à-dire que quand j'écrivais le Baobab Fou, à l'époque, j'habitais dans la rue. D'ailleurs, je veux y retourner parce que c'est plus intéressant de vivre dans la rue que de vivre entre des murs, là. C'était une belle période de ma vie. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. Si je n'avais pas été dans la rue, ben certainement que je n'aurais pas écrit. Et puis, tas d'autres choses intéressantes dans ma vie. Et donc, j'écrivais sans prétention d'écriture, de dire j'écris un livre. C'est-à-dire j'écrivais quand je traînais, place de l'Indépendance, café Le Rond-Point. Bon, j'y entrais pas parce que j'avais pas de quoi payer la boisson. Albert Sarraut, je marchais beaucoup, surtout le marché Kermel. Je marchais beaucoup. Quand je me posais, j'écrivais. Donc j'avais écrit le manuscrit que je traînais, qu'on peut retrouver dans Aller et Retour d'ailleurs. C'est Aller et Retour explique dans quelles conditions j'ai écrit le Baobab Fou. C'est un ouvrage qui est disponible là. Et j'avais écrit sur un cahier d'écolier 700 pages. Dans ces 700 pages, on a extrait le Baobab Fou. Et à peu près 200 pages. Avec, je vivais à une certaine époque où j'ai quitté la rue, momentanément, parce que j'avais rencontré d'autres rêveurs, et on est parti dans une communauté à Baïgaïndé, Ouagouniaï, Baïgaïndé, où il y avait que des garçons, mais qui avaient des rêves de devenir des cinéastes, des musiciens, de grands peintres, il y avait de grands comédiens. Je suis allée dans cette maison à Baïgaïndé, ça m'a plu. Comme c'était une communauté, on ne m'a pas dit de partir, je suis restée, j'ai dormi, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas entre des murs. Et puis il y avait une machine à écrire. Et je me suis dit, ah tiens, je vais commencer à mettre au propre le manuscrit que j'avais, les petites machines comme ça. Et un des rêveurs, je peux même citer ces rêveurs, quelques-uns de ces rêveurs, parmi ces rêveurs, il y avait Cheikh Ngaïdoba, il y avait Djibril Mambeti, Ben Diogaïbe, il y avait Moussa Touré, il n'avait pas encore fait des films, hein. Il y avait Samba Félix Ndiaye, il y avait des films documentaires, mais pas encore de... Il y avait Seydou Bari, comédien, il y avait le frère de Djibril Abdelaziz, qui s'appelle maintenant Ouaziz, il y avait le peintre Alun Sow, il y avait Babacar Touré, le sculpteur, il y avait... Mais c'était... il y avait le journaliste Rastafari, Pape Samba Kane, qui avait de longs rastas à cette époque-là. Cheikh Ngaïdoba voulait faire un film sur Cheikh Ahmadou Bamba, avec Seydou Bari dans le rôle de Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans cette ambiance où il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise, c'était des nattes par terre, etc. Et j'étais la seule fille.
Il ne me draguait pas, il ne trouvait pas que j'étais jolie, il m'acceptait. Donc ça aussi, ça m'a laissé un peu, j'étais à l'aise, quoi. Parce que quand les garçons commencent à te dire, on se voit quand, t'es pas mal, tu me plais, ça complique les choses. Hein. Oui. Alors, j'ai commencé à taper et un des rêveurs, Ousmane William Bay, m'a dit, mais Marietou, tu tapes quoi? J'ai dit, non, non, je mets au propre là. Attends. Et j'ai pris le paquet de ce que je venais de mettre au propre, que ce que j'avais mis au propre. J'ai pris un bout de papier, j'ai dit, à Tata Annette Baye d'Erneville, qui est en vie, qui est à Dieuppeul. J'ai dit à Ousmane William Baye, qui est son fils, Tata Annette, est-ce que tu peux lire ceci pour ma mère qui ne sait pas lire? J'ai donné le papier avec ce que j'avais déjà mis au propre. Ousmane William Baye, Willy, tonton Maman, on l'appelle, a amené ça chez Annette Baye d'Erneville, qu'il a lu dans la nuit et qui le lendemain matin l'a déposé aux nouvelles éditions africaines rue Amadou Hassan Ndoye. Et Ousmane est revenu 2 jours le lendemain en me donnant un papier, un certificat de dépôt en disant que ma mère a déposé le manuscrit. Je dis mais non, il n'y a pas de manuscrit. Moi, bon, parce que j'avais 700 pages. Il a dit, ah non, 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 ça doit sortir. Et Mariam Abba aussi a dit que non, il faut que ça sorte, etc. J'ai dit, non, mais moi, j'écris pas un livre. Il m'a dit, ah, voici le certificat de dépôt, il faut que tu ailles au NEA, etc. Donc, c'est comme ça que le Baobab Fou est sorti. Et donc, tout ce qui restait, qui était Cendré Braise et la suite, le succès à scandale du Baobab Fou était tel que j'avais tellement peur que je suis retournée dans mon village parce que j'avais tellement peur, c'est qui Ken Bougoul, etc., etc. Et je suis partie avec Cendré Braise, qui n'était pas dactylographiée, je suis partie au village, et c'était en 1982, 1983, et c'est en 1992 que j'ai commencé à mettre au propre Cendré Braise. Je me trouvais au Togo, et qu'il est sorti, je crois, en 1994. Wow. Donc ces violences que j'avais vécues, je les avais vécues à la même époque que ce que j'avais vécu. Voilà. Mais dans mon enfance, moi, je n'ai pas connu des violences physiques. Parce que d'abord, j'étais née dernière d'une famille, mon père était très vieux, vous l'avez dit. Quand j'avais 5 ans, il avait perdu la vue. Ma mère avait quitté le domicile conjugal et m'avait laissé avec ce vieux papa aveugle, dont j'étais la Benjamine. Il n'y avait personne, tout ce qui était plus grand était parti. Il y avait la première épouse du père. Donc j'avais vécu dans une grande maison, il y avait une mosquée, dans un village presque désert où il n'y avait pas 100 habitants. Donc je n'étais pas dans un environnement de père, de mère, de frère, de sœur, ou des droits d'aînés, où tu es la plus jeune, tu fais ça, ou on me demandait de balayer, ou de... en fait, je n'ai pas subi une orientation. Je dis toujours, je n'ai jamais été éduquée. Parce qu'il n'y avait personne même pour me dire que j'étais une fille ou un garçon. Moi, je me laissais vivre. Je sais que mon père, là, dans la grande concession, il y avait des gens qui faisaient à manger, il y avait des vaches, il y avait du lait, il y avait une certaine aisance. Je n'ai jamais fait la vaisselle, je n'ai jamais balayé une cour, je n'ai jamais lavé. En tout cas, mais tous mes besoins étaient satisfaits. Donc je ne subissais rien, mais j'étais dans une espèce d'androgynie existentielle, ne sachant pas si j'étais un garçon, une fille. Et on ne m'a pas jamais frappé. Mon père, grand-père, il me gâtait beaucoup. Tout ce que je voulais, il était aveugle, mais tout ce que je voulais, il me donnait, etc. Donc, et quand je suis partie en Belgique, où j'ai eu une crise... par rapport à des identités, parce qu'avec les chocs des cultures et puis le traumatisme que j'ai connu en Belgique par une grosse déception que j'avais eue
en pensant qu'avec toute l'éducation coloniale que j'avais, toute la culture que j'avais, que je pouvais être acceptée. Mais la Belgique, à l'époque, sortait de violences décoloniales avec le Congo, et dans une violence vraiment inouïe, où les Belges en voulaient aux Noirs. Aux Noirs, en général. Donc c'était parce que c'était une décolonisation très très violente. Donc je suis arrivée à cette période en Belgique. Si c'était en France, ça aurait été différent. Donc là, le noir, on n'était que 40 noirs, 40 Sénégalais, ou 40, oui, dans tout le pays, dans toutes les universités en Belgique, il n'y avait que 40 Sénégalais dans toute la Belgique. Et on nous associait à des Congolais et c'était violent. Il y avait toute cette rancune, toute cette haine de cette décolonisation violente du Congo belge. Et j'ai été violentée dans ce que j'étais comme noire. Pas violentée en tant que femme, mais peut-être objetisée, un peu bousculée, que je pouvais être d'autre qu'un objet, etc. Objetisée plutôt. J'ai connu la violence physique quand je suis venue en France. Parce qu'à partir de la Belgique, le trauma que j'avais connu là-bas, m'a amené à des réflexions sur la question identitaire. Donc en Belgique, c'était un questionnement par rapport aux origines, par rapport à la couleur de la peau, que je suis noire, que je suis d'Afrique noire, que je suis une noire. Donc c'était une identité par rapport vraiment aux origines, la couleur de la peau. Et c'est en France que j'ai le questionnement sur une autre identité, parce qu'être une femme, c'est une question identitaire. C'est pas, mais c'est une question identitaire par la condition. Alors que la peau noire, c'est par les origines. Voilà. Mais là, c'est par la condition. L'identité par la condition de femme. Parce que non seulement, quand j'étais en France, cette violence, je ne l'ai pas connue. Moi, je suis désolée pour les Français qui habitent dans les banlieues ou qui habitaient même dans le 13e. Parce que moi, j'étais avec un Français, les bourgeois. J'habitais que dans les 6e arrondissement, 7e arrondissement. Quand quelqu'un habitait 13e ou 14e, pour moi, c'était des villages. Je ne connaissais rien, moi. Jusqu'à présent, je me dis, mais oui, mais à Barbès, je dis, mais moi, je ne connais pas Barbès. Parce que je vivais avec un bourgeois, des gens très aisés, très riches, mais qui étaient les gens les plus violents dont on ne se rend pas compte. Et ça, depuis que j'habite à Yoff, à la frontière des Almadies, que je fréquente des gens qui vivent dans des maisons en marbre, avec 7 salons en cuir, et tout est marbre. Les carreaux, c'est marbre, les murs sont marbre, dehors, c'est marbre, et il y a des salons en cuir partout. Et c'est climatisé 24 heures sur 24. Et c'est la bourgeoisie. Et c'est la bourgeoisie. Ici, au Sénégal, aujourd'hui, en 2022, où il y a des femmes qui subissent de ces violences. Dans les milieux aisés. Et chaque fois, mais on ne dénonce que parce qu'un type a frappé sa femme à Yembel, où habite ma nièce. Chaque fois, je dis, mais comment tu peux habiter à Yembel? C'est Tsoukéna. Mais il faut que j'aille passer la journée là-bas. On a frappé une jeune femme commerçante qui vendait au marché son mari dans le quartier de Genaouraï ou etc. On ne parle jamais de ce que des femmes dans ce pays, dans des milieux super riches, super bourgeois, des femmes sont torturées psychologiquement d'une violence inouïe. Et ça, moi, je l'ai connu. Donc, en France, à cette époque-là, ça, on est dans les années 70. Et moi, non seulement c'était cette torture psychologique qu'on retrouve beaucoup au Sénégal, mais en plus, j'avais aussi les tortures physiques. C'est-à-dire que j'ai même été, jusqu'à ce que cette relation m'ait menée à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris, qui est hôpital-prison, parce qu'ils ont dit que j'étais folle quand j'ai voulu me révolter. C'est pour ça que les femmes doivent se révolter. Elles doivent complètement, parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Hein.
Ah oui, oui, oh, non, 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 non. Et la révolte est aujourd'hui encore assimilée à de la folie lorsqu'elle provient des femmes. Et je crois que la question, c'est qu'ils ont l'habitude de dire au Sénégal, par exemple, c'est vous êtes folle, vous ne connaissez pas votre histoire. Parce que justement, ils pensent que le fait de devoir se positionner en tant qu'être humain, pas en tant que femme, mais en tant qu'être humain, c'est une folie. C'est une folie. Parce que, voilà, mais c'est toujours l'enfermement. Hein. J'ai écrit un livre sur l'enfermement. Ça s'appelle Cacophonie. Mais je n'ai pas vu ça sur les stands ici. Plume du monde, non. Vraiment, c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée. Mais enfermée non seulement dans un bâtiment, dans des murs, mais enfermé aussi dans des certitudes, dans des convictions. Parfois, on s'enferme dans des certitudes. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour les femmes, mais c'est dangereux pour les hommes. Parce que quand on est c'est difficile, quand on est enfermé dans ces certitudes et des convictions, de se révolter. Parce que la certitude, c'est que tu es sûr que c'est normal. C'est normal. Donc ça rentre dans une normalité qui fait que toi-même, tu t'auto-censures à quelque forme de révolte que ce soit. Donc c'est l'acceptation ou non, c'est métaphysique, j'accepte, c'est ça, j'en suis sûre, j'en suis certaine, j'en suis convaincue. Il ne faut jamais être convaincu de les convictions, certitudes là. Il faut les mettre dans mon sac là. Quand je vais sortir tout à l'heure, jeter ça dans la poubelle là-bas dehors. C'est-à-dire qu'il faut vivre les choses et les apprécier au fur et à mesure. Parce que c'est une dynamique. Il faut plus être dans une dynamique existentielle que d'être dans des acquis. Parce que les acquis, alors là... Et est-ce que... dans les garé, oui, c'est ça, en Wolof, garé. Garé, baroul. Garé, moi, je veux pas. Non. Donc, c'est pour ça, cette remise en question, même au niveau identitaire, etc., c'est très, très, très important. Donc, ces violences, c'est comme ça que moi, je les ai connues, et physiques, et cette torture psychologique, etc., et que je retrouve... de 1970 en 2022, que je trouve des jeunes femmes bien, hein, qui ont des belles voitures là. Oh, moi j'aime rentrer dedans pour me promener. Tellement c'est confortable, ça sent bon, c'est climatisé, mais qui souffrent, mais et qui s'adonnent à des choses incroyables. Que je ne veux même pas citer ici par pudeur, alors que hier j'ai dit qu'on devait mettre un peu la pudeur de côté, mais heureusement qu'il y a encore de la pudeur pour maintenir le monde encore stable. Équilibré. Parce que sinon, si les femmes parlent, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Est-ce que vous diriez que le conditionnement des femmes tel qu'il est fait, et en général, ceux qui le font, je veux dire, la société en général, quand elle conditionne les femmes, prend pour référence la tradition et la religion? Oh, c'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange de tradition, de religion, de domination, en fait, de désir, de domination, vous savez, il y a des groupes qui s'érigent en moralisateurs, en bien-pensants, en détenteurs de ce qui est bien, etc. Et ils mélangent tout ça avec la religion. Parce que la religion, si on appliquait la religion depuis Abraham jusqu'à nos jours, et si on prend nos 3 livres simples révélés là, entre la Torah, le Talmud ou la Torah ou l'Évangile et le Coran, si on l'a bien étudié, parce que le bon Dieu, depuis Abraham, il a dit, moi je parle qu'aux gens intelligents. Les gens intelligents. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent, croient en Dieu. Mais non, il faut d'abord être sûr que tu le comprends. Parce que le bon Dieu, lui, il a très peu d'amis, hein. Il s'adresse à très peu de gens. Les autres, là, ils peuvent aller se balader, ne pas croire, ne pas aller à la mosquée, à l'église, parce qu'ils ne s'adressent pas à eux. Ils s'adressent aux gens intelligents, aux gens sensés. Et dans ces 3 livres révélés, la place de la femme
est au-dessus de la place même des prophètes. S'il n'y avait pas les femmes, s'il n'y avait pas Khadija, il n'y aurait pas Mohamed. S'il n'y avait pas Marie-Madeleine, il n'y aurait pas Jésus. S'il n'y avait pas Salomé ou Sarah, il n'y aurait pas eu Moïse. Bravo. Donc, il faut que les gens aussi, au lieu de subir la religion, mais étudier la religion. Si vous êtes censé. Bon, si vous n'êtes pas censé, là, il faut retourner au CP. Mais il y a des manipulateurs. Mais on voit aussi que les femmes, par l'éducation, par ce qu'elles ont observé, ce qu'elles ont vécu, aussi préparent, prédisposent à cette manipulation, à cette exploitation. Mais c'est récent chez les femmes. Ça date des invasions barbares, arabes. Parce que les Arabes n'étaient pas venus apporter la religion. Les Arabes qui sont venus de chez eux là-bas, dans une mission d'islamisation, en route vers l'Espagne, ils ont occupé tout le nord de l'Afrique, parce que l'Afrique, il n'y avait pas d'Arabes avant. C'était les Berbères, les Kabyles, les Négro-Berbères, etc. Les Arabes sont venus d'ailleurs. Après, ils descendent. Plus ils descendaient, ce n'était pas islamisé. Parce que la plupart des Nars, les Nars, ils faisaient des razzias. C'était l'esclavage. Ils attrapaient les gens comme esclaves, faisaient des femmes des esclaves, etc. C'est pour ça qu'il y a... je suis en débat avec des gens, parce que j'ai dit, si on dit nar, nous en Wolof, on dit nar, nar. Mais nar, ce n'est pas un mot Wolof. Nar, ça vient du feu. Quand on fait les prières, Allahumma ajirni minal nar, que Dieu me préserve du feu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ça dit tout ça, c'est pour le feu. Quand on dit nari, c'est parce que dans la mémoire collective, c'était ces razzias, ces invasions, ces brûlés, les talatendaires. Les talatendaires, c'était des nars qui viennent brûler parce qu'elles veulent attraper les femmes, les hommes comme esclaves, etc. Donc on a eu ces invasions arabes, esclavagistes, qui sont venus avec la religion. On a eu l'esclavage de l'autre côté de l'Atlantique, par l'Atlantique. On a eu la colonisation. Et hier, je le disais, le colonisateur, sa peur bleue, hein, c'était la femme. Le colon, quand il est venu en Afrique noire, il a eu peur, ou même en Afrique du Nord, chez les femmes kabyles et tout, il a eu peur parce qu'il a trouvé une force qui pouvaient résister. Les plus grands résistants à la colonisation, ce n'est pas des hommes, hein? Ah non, 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 non. Qu'on aille à Grand Bassam, qu'on aille à Madagascar, à l'Insitoé, ici au Sénégal, au Nigeria, c'est des femmes ici au Sénégal, pendant la grève des cheminots. C'est que l'histoire a été écrite par des hommes qui ont effacé le rôle fondamental des femmes pendant la période coloniale, dans la résistance du Sénégal jusqu'à Madagascar. On n'en parle pas. On parle toujours, etc., des hommes. Mais on ne parle pas beaucoup d'hommes qui ont résisté. Lat Dior, c'est parce qu'il ne voulait pas que le chemin de fer traverse son royaume. Il a dit le chemin de fer. Il ne veut pas qu'il traverse son royaume. Alors que la femme ne voulait pas que le colonisateur vienne, tout simplement. Soit là, tout simplement, il doit partir. Des femmes se sont mises nues à Grand Bassam, au Nigeria, contre le colonisateur. Donc le colonisateur qui est venu avec son patriarcat sous la poche, qui est venu avec sa femme, qui est restée par exemple ici au Sénégal, à Saint-Louis, chez le gouverneur. Combien de Saint-Louisiens ont vu la femme du gouverneur effacée? Et quand elle sortait, elle avait un chapeau, elle avait des bottillons, elle avait des gants, elle portait des chemises qui venaient jusqu'ici. Elle avait une espèce de parasol quand elle sortait. Elle sortait très peu. Et le colonisateur a voulu faire des femmes, même chose. Exactement. Donc c'est une succession
de faits et l'interprétation des religions, et on nous a enfermés dedans. Et comme on ne se pose pas de questions, et puis là-dedans, on nous donne des rôles. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs. Qu'est-ce qu'on peut faire sans les femmes? Les femmes, nous comptons sur vous. Le mois de la femme, la journée de la femme. Le président a reçu les femmes. Il a nommé Aïssata Tall aux affaires étrangères. Aminata Mbengue Ndiaye HCCT. On dit, ah oui, les femmes, jigéen jambari. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Ça ne suffit pas. Il faut se déconditionner. C'est fondamental. Parce que des petits cadeaux comme ça, des petits bonbons comme ça, des tacs de nœuds, pour qu'on ne pleure pas. On n'a qu'à hurler, mais pas pleurer. Hurlons. Il faut se lever et se battre et puis savoir qui on est. Mais malheureusement, le problème, c'est que ça nécessite de l'éducation. Il faut s'informer, il faut lire, il faut savoir. On te dit le Coran a dit ça, tu dis dis-moi quelle sourate, quel verset, je vais chercher moi-même. Tu sais, le Coran, tu fais tes ablutions, tu ouvres, tu cherches, tu lis. Avec un minimum de bon sens que Dieu exige, tu vas comprendre. Et à partir de ce moment, et puis il ne faut pas refuser le débat. Exact. Mais on nous pose quelque chose, ah, je veux un bon enfant. Comme je veux un bon enfant, pour avoir un bon enfant, on dit il faut être soumis. On te dit tout, muñal patience. Muñ ba dee yàlla tere te doom ju baax ji ñaata ko fi am ñu ne ah maam Jaara Buso am na doom ju baax ñu ne ah Xaadimu Rasuul jàmbaar jàngi maam Fatou Wele am na Seydi Hadj Malick jàmbaar ji doomu soxna yi mais on peut les compter sur les doigts ah Limaamu Laay Serigne Touba ah ñu ne ñoo kon ñun baaxuñu. waaw ñun kay baax nañu. baax ba bëggee yow de baax nga. Machallah. suñu doom yi baax nañu. Ah kay. suñu doom yi baax nañ ba bëgg a dee. Machallah. Donc il faut aussi refuser parce que buñ la waxee loolu. Que si tu fais ça, tu auras ça. Les femmes y croient inconsciemment. Hein. Il faut qu'on accentue cette recherche de la connaissance pour pouvoir déconstruire les incertitudes dont vous parlez, pour pouvoir nous sortir de cet enfermement dans ces incertitudes-là. C'est pas facile. Et je pense qu'on est au salon du livre féminin. C'est pas facile, mais c'est possible. Oui, c'est très possible. Non, mais c'est possible. On commence à y réussir un tout petit peu en politique. On commence à y parvenir dans l'entrepreneuriat, par plein d'initiatives que les femmes prennent. Mais le nœud gordien de l'affaire, c'est ce conditionnement. Il faut qu'on se déconditionne. Et comme nous sommes des créatures, les créatures les plus intelligentes que Dieu a créées, c'est lui qui l'a dit, hein? Ah, c'est pas moi, hein? Non, c'est lui. Moi, je lis. Moi, je suis une grande religieuse. Hein. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Parce que la femme peut garder des choses. C'est pour ça que Dieu lui confie même de mettre au monde. Lui qui sait tout faire, si ça lui plaisait, c'est les garçons qui allaient porter les bébés. Mais il sait que les garçons leur faire porter les bébés... Non, ça va être compliqué. Comme ils ont une côte en moins avec laquelle on nous a fait, c'est pas prudent. Quelqu'un qui est un peu déséquilibré parce qu'on lui a enlevé une côte. Ah, mais c'est ça qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est exactement ce qu'on a dit. On lui a enlevé une côte et c'est avec cette côte. Et les gens comprennent ça que nous, donc on vient de cette côte. Mais une bonne côte, c'est bon. Mais quelqu'un à qui on a enlevé une côte, est-ce qu'il est bien? Il est non. On va demander. Donc, voilà, il faut déconstruire les idées reçues. Mais déconstruire ça, il faut qu'on ait l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de lire. Donc, promouvoir des initiatives pareilles. Des initiatives. Parce que c'est qu'il y a aussi des forces qui se mettent là pour nous empêcher. Parce que quand une femme comprend une petite chose, elle comprend l'univers. Donc, on fait tout
pour la maintenir. Les médias, ils jouent un rôle incroyable. Ah, jigéen ñi na ngeen sañse seen alaaji kontaan. Ah, bassin bi génn. Ah, les femmes, vous allez être jolies. La tabaski approche. Ah, il faut vous mettre ceci. Ah, Ken Bougoul, tu veux te faire les ongles, tu peux aller, machin. Ah, il faut être... Et on nous met dans des trucs comme ça. Vous êtes les plus jolis. Ah, et nous, on est là. Je pense qu'il y a c'est des femmes et des hommes qui participent à promouvoir ce genre de. C'est pour ça qu'on doit se retrouver avec les hommes de bonne volonté. Exactement. Et faire la promotion des échanges culturels, des rencontres culturelles, vraiment de la connaissance. Exactement. Discuter des religions, du judaïsme, du christianisme, de l'islam, poser des questions, comprendre. Parce que si nous avons compris, la transmission sera tellement plus facile. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse transmettre ces valeurs-là aux générations futures. Exactement. Parce que déconstruire ne suffit pas. Il faudrait garder le flambeau vif, qu'on puisse avoir ces échanges-là. Donc le salon du livre féminin est extrêmement important pour promouvoir les femmes qui écrivent, pour que les jeunes découvrent Ken Bougoul, pour que vous ayez des personnes comme Alima qui sont de très très grandes fans de vos écrits, mais aussi des idées qui sont véhiculées dans ces écrits. Promouvoir des initiatives pareilles et surtout être sûr que la génération qui vient ne s'arrête pas à cet enfermement-là et ces incertitudes parce qu'elles sont perpétuées par des femmes. Ça, il faut le dire. Moi, je dis, on est en train de se battre pour des femmes, mais il y a énormément d'obstacles qui sont posés par les femmes contre les femmes. Et ça, il faut vraiment qu'on ose le dire. Il y a de la masculinité positive qui existe, il faut le dire. Je pense que vous en parlez également souvent. Et cette masculinité positive-là, elle doit être promue. N'est-ce pas? Absolument. Absolument. Oui, c'est-à-dire que même dans... pourtant, avec mon chauffeur parce que je discute beaucoup avec les gens, avec mon chauffeur de taxi, je lui disais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus la télé. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, qui m'a choqué là. Mais quand même, avec la télé, j'apprends beaucoup de choses. Et je suis beaucoup tout ce qui se fait au Sénégal au niveau du genre. Il y a une dame qui s'occupe de genre, je crois, à l'université. Oui, qui a un caucus pour des femmes leaders. Qui a beaucoup poussé pour les femmes en politique. Qui a un bon discours, un discours positif. Je pense que cette dynamique aussi doit être maintenue, entretenue, renforcée aussi, que ça puisse aussi toucher un maximum d'hommes et de femmes. Et il y a aussi certains hommes courageux que j'ai suivis aussi à la télévision, qui ont aussi de bons discours positifs, constructifs. Mais il y a aussi une est-ce que c'est conscience, une volonté peut-être même inconsciente, il n'y a même pas de calcul. C'est-à-dire peut-être c'est une méconnaissance, une ignorance ou des hommes de très bonne volonté, hein, mais qui tiennent des discours où je me dis, mais bon, c'est pas possible. Parce que il fait la promotion de la femme, mais dans une perspective idéalisée, vue du côté masculin ou de la société. Mais il veut une femme moderne, une femme épanouie, une femme émancipée, etc. Mais en même temps, avec un idéal préfabriqué, que c'est comme ça qu'elle doit être, même émancipée, et ceci, moderne, et cela, etc. C'est-à-dire, pensant que c'est concilier, il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre, voilà, pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre quelque part. Non, une femme émancipée, mais c'est une femme
complète, intégrale, qui embrase toutes les dimensions. C'est quoi être émancipé? Tu ne peux pas être émancipé aux 3/4 ou au quart. Tu es émancipé ou tu ne l'es pas. Comment promouvoir l'émancipation de la femme, mais en même temps lui fabriquer un idéal d'attitude, de comportement, et souvent, on ne fait pas attention, on n'est pas assez vigilant. On entend seulement un message positif. On dit, ah oui, maintenant, vraiment, au Sénégal, on voit qu'il y a une volonté vraiment politique, etc. Mais c'est comme la parité. C'est une histoire d'arnaque. C'est de l'arnaque, hein? C'est un coup d'État. Hein? Et moi, j'étais contre la parité. Quand c'était voté, on m'avait posé une interview ici au Sénégal, je ne sais plus quel journal, et j'ai dit que j'étais contre la parité. On dit, ah, mais c'est bien, autant de femmes que d'hommes. Je dis, hey, je ne suis pas pour autant de femmes que d'hommes. Je suis pour les compétences. Exact. Mais s'il y a plus de femmes compétentes, est-ce qu'il ne faut pas prendre plus de femmes compétentes? Exact. Donc, la parité aussi, c'est un blocage. On s'est laissé... oui, en pensant que... Bah, oui, mais déjà, c'est une satisfaction. Puisqu'on est venu de très loin, on se dit, bon, si on arrive déjà... autant d'hommes que de femmes, c'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut dire s'il y a plus de femmes compétentes, on prend plus de femmes compétentes. Pour moi, c'est ça, la vraie parité, c'est dans les compétences. C'est-à-dire que nous nous contentons très vite de très peu. C'est comme les femmes, les maris les trompent, les torturent, les insultent, leur disent des conneries, les frappent, etc. Après, non, chérie, je te demande pardon, je suis idiot. Oh, habille-toi, on va sortir, on va au restaurant, qui lui fait des câlins, qui lui offre un cadeau. Il dit non, 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 mais non, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé là. Tu m'as frappé, on ne rattrape pas tout ça, là, maintenant tu me dis que tu... Non, non, je lui pardonne. Mais même j'ai même pitié de lui, mais c'est pas de sa faute. Hein. Non, 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 moi j'ai pitié de lui. Pitié! Tant qu'on sera dans ça, on n'en sortira pas. C'est une question de responsabilité. Tu m'as frappé, tu m'as trompé, tu m'as... quel que soit le grief, c'est une question de responsabilité de la part de l'un et de l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a tac de nœud. C'est pour ça que je déteste ce tac de nœud. Alors qu'en milieu traditionnel, le tac de nœud était apprécié. C'est-à-dire le tac de nœud, dans la tradition, quand un homme voulait épouser ou devait épouser sur injonction de son père ou de sa mère, parce qu'en milieu traditionnel, chez certains groupes socio-culturels traditionnels, un fils doit épouser quelqu'un du côté maternel et quelqu'un du côté paternel. Alors que peut-être que le garçon, il avait une petite copine du quartier qu'il voulait. Donc c'est pour ça que s'il veut faire plaisir à sa mère, il épouse quelqu'un de sa mère pour son père. Après, il va obliger d'épouser sa copine qu'il aimait dans son cœur et on se retrouve à 3. Donc la polygamie, etc. Maintenant, s'il doit prendre une deuxième épouse, la tradition a ce tac de nœud. On dit pour que la femme ne souffre, on lui offre un cadeau qui attache sa poitrine. C'est ça le tac de nœud. Donc, symboliquement, c'était un tac de nœud. Comme ça, Joy, elle va pas, les sanglots, les pleurs ne vont pas s'échapper. Donc, au village, ça pouvait être une chèvre, une brebis, une vache, un petit lopin de terre ou quelque chose comme ça. On a vu ici dans les grandes villes, quand les gens y ont les moyens, qui offrent un voyage à Dubaï ou t'achètes un véhicule. Mais une de mes pauvres nièces à Thiès, là, mu ne ma bàjjen jox na ma 100 000 francs. Ma ne ko 100 000 francs takk dënn 100 000. Et son mari est parti épouser une deuxième femme. Mu ne jox na ko 100 000. Ma ne ko delloo ko 100 000 francs. Prends les 100 000 francs, tu jettes ça là-bas, tu jettes 100 000 francs. Donc il y a ces trucs-là, ces petits pièges. On est un peu coincé entre la tradition, la société, et puis cette manipulation insidieuse au-dessus de nous par une
on croit que les choses sont en train de changer, alors que les choses ne changent, ça tourne en rond. Il faut beaucoup de vigilance, il faut faire preuve de beaucoup de vigilance. Il y a aussi la dépendance économique. Il y a la dépendance économique parce qu'elle a pris les 100 000 francs, peut-être qu'elle en avait besoin économiquement. Donc, on a tendance à dire que les femmes ne veulent pas forcément sortir de ce joug social-là, sortir du joug des hommes, parce qu'il y a quand même une certaine dépendance économique qui existe, pas pour toutes les femmes, mais pour une grande partie des femmes. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, la nouvelle génération, l'ancienne génération, les générations à venir, comment est-ce qu'on peut faire? Bien entendu, on va revenir sur la compétence et le fait que cela soit un incontournable, quelque chose d'incontournable dans la société qu'on est en train de construire. Mais comment faire pour sortir de cette dépendance économique-là et que les femmes, elles puissent pouvoir voler de leurs propres ailes, économiquement, financièrement, intellectuellement, qu'on puisse nous approprier nos droits. Parce que moi, je dis toujours qu'il ne s'agit pas d'une acquisition de droits. Nous les avons déjà. Il faut juste que nous nous réapproprions ces droits et que nous puissions avancer. Oui, les femmes n'ont qu'à redevenir ce qu'elles étaient, ce qu'elles avaient toujours été. C'est redevenir. Il n'y a pas de truc à remettre en question. Mais pour ce qui est le problème économique, jusqu'à une certaine époque, on pouvait parler, et puis dans quel milieu? Parce que quand même, les femmes, depuis les années 60, beaucoup de femmes ont été à l'école, beaucoup de femmes, quand la Fédération des associations féminines du Sénégal avec Madame Annette Baye d'Erneville, avec toutes ces femmes de la fédération de cette époque-là, il y avait parmi la fédération des associations, il y avait beaucoup d'associations professionnelles. Association des enseignantes, des sages-femmes, des comptables, enfin, chaque profession avait son association au niveau de la fédération, bien sûr avec les femmes artisanes, les femmes qui avaient de maraîchage, etc., des unités de production. Je pense que les femmes ont toujours eu une autonomie financière. Moi, j'ai vu dans les villages où je suis née, où j'ai vécu, où je vais toujours, que les femmes en milieu rural ne c'est pas la même chose qu'en milieu urbain. Ici, moi, j'entends les gens dire « Ah, mère Mbaye, je dépense souba la amagul. Je dis que ça dépense souba là, je demande 5 000 là, je dépense. Je dis que 5 000, je dis petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. 5 000 francs par jour. Mais en milieu rural, même aujourd'hui, si on va à Malem Odar, la femme, elle a un petit lopin de terre, elle a quelques poules coqs, elle a des chèvres, elle a ses petits moutons, elle fait du couscous, elle a toujours des petites activités quand même qui lui rapportent de l'argent. Et l'homme ne donne que ce qu'il a. Là-bas, on voit un homme, il a 200, il donne 200. Mais il va manger, parce qu'elles ont du gombo séché, elles ont de l'arachide, elles ont le potiron. Je disais au chauffeur de taxi que fin mai, je dois aller chez moi parce que je dois nettoyer le lopin, parce qu'on va planter le gombo, le potiron, et que le potiron de l'année passée, c'est toujours chez nous. Parce que ça peut se conserver plus d'1 an quand c'est récolté. Donc il y a toujours quelque chose. Quand on a du poulet, des poulets, des coqs, ici à Dakar, si mes copines me disent « Ah, Marietou, quand tu viens à la maison, je vais te faire un poulet, machin. » Je dis « Ah, non, moi je veux pas de poulet. » Parce que nous, pauvres, on mangeait du poulet matin, midi et soir. Donc, parce qu'il y avait les poulets sont là. Je cours dans le champ, là, j'attrape le poulet, là, on tue, on déplume, parce qu'on est fauchés. Donc, quand moi, les gens de Dakar veulent m'émerveiller avec du poulet, je dis, ah non, ça c'est pour les pauvres. Tu vois, je ne mange pas de poulet. À Dakar, c'est pour les pauvres. Donc, on avait toujours des petits trucs et l'homme donnait ce qu'elle... Mais le système d'argent est venu aussi avec le système colonial de salaire
à la fin du mois de ce salaire. Et puis à l'époque, dans les années 60-70, il y avait des Sonadis, il y avait des sociétés de distribution. Dès que le salaire, on prend le riz, on prend l'huile, on prend le lait, on prend le... C'est-à-dire on assurait les Mauritaniens que vous, les Sénégalais, vous avez chassés dans les années 80, là, en les égorgeant entre beaucoup. La dépense était chez le Mauritanien. Donc le matin, la femme allait prendre la dépense chez le Mauritanien. Il pouvait prendre l'huile, le riz, la tomate, oignons, vraiment de... Donc c'est parce qu'il y avait un système de salaire qu'on attendait et qu'on pouvait dépenser. Mais en milieu rural où il n'y a pas ça, il n'y a pas cette garantie que... Donc c'est plus en milieu urbain qu'il y a plus ce problème de dépendance économique. L'homme salarié, l'homme qui a des revenus. Et plus le salaire est élevé, plus la dépendance est grande. Et même quand une femme travaillait, l'homme devait gagner plus. Il n'était pas question pour un homme d'épouser une femme qui gagnait plus. Parce qu'il fallait tout cet héritage mort, colonial, esclavagiste, mauvaise interprétation de la religion, le système patriarcal avec lequel le colonisateur était venu, a fait que l'homme faisait le gros dos et qu'il avait besoin d'exister par ça. Son cartable, rentrer du bureau et puis fin du mois. Donc tout le monde l'attendait. Les femmes s'arrangeaient même un peu de poudre, un peu de... Parce qu'il était le pourvoyeur, en argent. Et j'ai fait une interview avec un jeune journaliste de ITV, Alune Sarr, je sais pas. Et je disais, mais on a oublié que ça, on en parle, mais c'est pas important. À partir de 1980-82, avec les programmes d'ajustement structurel, ici au Sénégal, où on a tout privatisé, on a licencié, il ne fallait plus recruter, c'est l'avènement des maîtrisards, bloquer les salaires, et des milliers d'hommes se sont retrouvés sans travail, qui sont revenus. Lui qui venait du bureau avec le cartable comme ça, quand on l'a chassé, là, il est venu comme ça, il a posé le sac, il s'est assis, on dit pas bilan là, et c'est là que les femmes se sont levées en 1982 et depuis lors elles ne se sont plus assises. Donc où est le problème économique? Elles sont dans les petits déjeuners, elles écaillent des poissons, elles se prostituent, elles vendent la nuit, elles portent au port, elles vendent chouraï, elles vendent bécho, elles vendent borodé, elles cousent, elles balayent les rues, elles travaillent, les femmes travaillent, les femmes ont des revenus. Les femmes ont des revenus. Donc il faut qu'on cesse toujours de mettre ça sous le truc économique. Il est très minime et ça ne se trouve qu'en milieu bourgeois. Parce que les bourgeois dont je te parle, qui sont aux Almadies, quand j'ai dit à l'une d'elles, il faut partir, mais pourquoi tu restes pour souffrir comme ça? C'est parce que c'est le standing. C'est le standing. C'est à cause du standing qu'elle ne veut pas partir. Moi je dis, je ne veux pas citer son nom, mais on devrait lui demander la permission un jour de parler de son expérience. Comment quelqu'un a quitté un grand standing et parti à la Médina louer une chambre à 5 000 francs ou 10 000 francs, alors quitter le grand standing. Mais pour se battre, une femme qui est toujours en vie, qui devrait vraiment témoigner pour les générations actuelles et les futures générations. Il faut beaucoup de courage. Et qui s'est battue et qui aujourd'hui, à sa maison, vit dans son propre standing. Donc c'est les femmes qui sont aliénées par rapport à l'économique. Il y a des femmes aliénées, et surtout en milieu urbain, mais en milieu rural. Et même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Dakar. 4 heures du matin, qui se lèvent, ce sont des femmes. Ce sont les femmes. Maintenant, elles se mettent à 3, 8, 10 pour ne pas se faire agresser par des hommes, les jeunes hommes là, qui au lieu d'aller travailler, agressent les braves femmes qui vont aller acheter des marchandises. Maintenant, elles se mettent à 8 et puis armées.
Si maintenant les garçons s'amusent à aller prendre leur argent là, et ils verront qui ils auront en face. Donc l'importance de la solidarité féminine, oui. C'est les femmes, mais qui assurent. Qui assurent. Il y a la solidarité féminine, il y a les tontines. Elles sont très organisées. Dans les quartiers, partout, il y a des... Moi, j'ai fait tontine la dernière fois. J'ai fait tontine de quoi? J'ai fait... Oui, parce que j'ai la folie des vaisselles. J'ai fait tontine... Non. Palate. Mais dans la boucle tontine de palate. J'ai fait tontine de palate. J'ai mes plats. J'ai fait tontine d'arabe, tontine couvre-lit. Il y a tontine de tout maintenant. Et les femmes sont organisées, elles sont honnêtes à une exception près. Oui. Mais dans l'ensemble, des jeunes filles jolies qui ont fait des études, qui font des petits déjeuners, qui gagnent de l'argent. Ce n'est pas le problème économique, c'est un faux problème et c'est dans certains milieux et c'est une dépendance au luxe. Et puis, il faut bien cibler les femmes qu'on veut sensibiliser, mais je ne pense pas que le problème économique soit le problème de la dépendance. Et puis nous voyons de plus en plus, la direction des statistiques a publié que l'année passée, 2020, il y a eu plus de 212 000 divorces au Sénégal. C'est la direction des statistiques qui a dit ça, c'est pas moi, hein. Et de ces divorces, c'est vraiment des femmes dans la force de l'âge. Donc, qui ont eu le courage de dire c'est comme ça. C'est des jeunes couples. C'est des jeunes. Qui ont dit ça ne va pas, mais... Et qui prennent leur courage à deux mains. Et ça, il faut aussi... C'est un phénomène qui se passe énormément au Sénégal. Mais dans des milieux maintenant très traditionnels, surtout bourgeois, et parce qu'on pense que c'est le peuple... Non. Moi, le peuple là... Moi, je viens du village du Saloum là. Mais je suis beaucoup plus émancipée que les femmes de Dakar. Les femmes de Dakar, elles vont parler comme ça. Moi, je m'assois comme ça. Quand je mange ma mangue là, je prends ça, je mange ça très bien. Je suis contente je suis bien à l'aise et tout. Je ne suis pas dans des... etc. Et ça, je le raconte. C'est une femme de Dakar qui m'invite chez elle à déjeuner. Déjà, à table là, ce n'était pas évident. Mais bon, j'ai essayé d'être correcte. Maintenant, il fallait manger la mangue. Elle a fait des tranches, très jolies, machin. Après, je dis, moi, je veux le noyau. Elle dit, non. Et puis que la fille débarrasse à la cuisine. Je dis, non. Elle dit que je vais manger que elle ne mange pas le noyau. Elle dit, mais comment mon mari va me voir manger le noyau? Ça va couler. J'ai dit, là. C'est pour ça que ton mari te trompe avec la fille qui est dans le quartier là-bas et qui mange le noyau de la mangue. Mais il faut manger le noyau. Donc décomplexer les femmes. Mais il faut les décomplexer. Décomplexer les femmes. Le noyau, mais une mangue, c'est sensuel. Le noyau d'une mangue, tu manges, ça coule comme ça devant un homme, mais il te désire tout de suite. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut que les femmes soient davantage décomplexées. Il faut que nous soyons des Africaines. Dans le vrai sens du terme, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de bonnes manières, mais cela veut dire que nous avons des spécificités qui ne sont rien qu'à nous et il faudrait qu'on puisse les assumer davantage. Mais c'est partout dans le monde, hein. Moi, j'ai des copines italiennes ici. Je connais les Italiennes que vous voyez à Dakar, là. Ce pas des vraies Italiennes, hein. Elles sont trop sénégalaises, trop civilisées. La vraie femme italienne, quand elle parle à un homme, là, mais... Les hommes... Non, mais parce qu'elles assurent, elles sont puissantes, elles s'imposent, elles sont fortes. C'est parce que la vie, comme ça, on fait des manières, on veut rester dans cette condition de femme, parce qu'il y a des critères d'appréciation, d'esthétique, physique, comportementale, qu'on a même tiré de l'époque coloniale. Je crois que j'en parle dans le Baobab Fou, où on te dit... à l'école coloniale, en 55-56, quand on marchait, on nous disait non, que, je crois que c'est dans le Baobab Fou,
que l'enseignant nous disait, vous avancez, mais vous serrez les fesses. Donc des petites paysannes, là, qui leur demandent de serrer les fesses. Et que pour marcher, c'était bizarre. L'école Germaine Le Goff, qui avait à Rufisque, qui a formé beaucoup de mamans pour être des bonnes femmes assimilées de l'Afrique occidentale coloniale française, parce qu'il y avait des Béninoises, il y avait des Togolaises, il y avait des Sénégalaises. Germaine Le Goff, c'était une Bretonne qui avait une grande école à Rufisque. Il y a des disciples encore, des élèves de Germaine Le Goff, à qui on apprenait les bonnes manières pour être les futures épouses des assimilés sénégalais. Et ça indisposait une démarche souple où tu te lâches. Et donc ce conditionnement même physique correspond aussi à un conditionnement mental. Même pour nous exprimer, il faut choisir les mots appropriés, etc. C'est ça qu'on fausse le discours. Exact. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Exact. Et j'aimerais venir en ça à la sexualité et à tous les problèmes que cela implique actuellement, parce qu'on est toujours, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées, on le reconnaît, mais on est toujours tiré vers le bas par rapport à cette sexualité-là qui n'est pas assumée par certains jeunes, et on a toujours le joug ou le petit rideau des tabous qui s'imposent à nous dans la société et qui ne permettent pas aux jeunes de pouvoir jouir de leur sexualité ou de pouvoir tout simplement soit se protéger ou pour éviter bien entendu tout ce qui est grossesse précoce et pouvoir achever leur cycle d'éducation. C'est surtout en rapport avec l'éducation que j'aimerais qu'on aborde cette thématique de la sexualité là. Oui, en tout cas, par exemple, de nos jours, en 2022, on ne peut plus dire que la sexualité est tabou à cause des réseaux sociaux, la pornographie est partout, tous les jeunes voient tellement d'images, etc. C'est pas ça. Le problème, le danger, c'est pire qu'un problème, c'est un danger, c'est parce que c'est une jeunesse qui n'est pas préparée à cette sexualité. Dans certaines régions du Sénégal, jusqu'à aujourd'hui encore, en pays Bassari, dans certaines zones en Casamance, il y a encore des rituels d'initiation qui permettent de préparer, on appelle ce qu'on appelle l'éducation à la vie familiale. Donc, où il y a une éducation sexuelle. On sait que dans d'autres pays, comme en Afrique centrale, dans les deux Congos, où il y a, jusqu'à présent, il y a des femmes qui sont chargées de l'éducation sexuelle des jeunes, et notamment pour les femmes, des jeunes femmes à l'éducation sexuelle, mais vraiment pour une sexualité épanouie. Je crois que j'en ai parlé dans Riwan. Mais une sexualité... quand le sexe, quand on en fait un tabou, alors que le sexe c'est la vie, on ne peut pas faire de la vie un tabou, non seulement pour ce que ça représente pour la reproduction, mais ce que ça représente pour la santé de la reproduction. Je ne parle même pas de l'épanouissement de des personnes dans un rapport sexuel. C'est surtout l'aspect de la reproduction et l'aspect de la santé de la reproduction. Mais quand on veut fermer tout ça dans le tabou, qu'on n'en parle pas, qu'on n'explique pas aux jeunes, qu'on ne leur parle pas de sexualité, mais dès qu'on commence même à parler de sexualité, il y a un courant religieux obscurantiste ignorant qui dit oui, on montre des trucs de sexe, des livres avec de la sexualité, des trucs comme ça, etc. Si on veut expliquer même comment pour un homme mettre un préservatif, si on prend le sexe d'un homme en plastique pour montrer à la télévision comment bien mettre son préservatif, on dit que c'est presque incitation à la débauche. Donc nous avons, moi j'ai travaillé au planning familial. C'était très compliqué parce qu'une femme qui faisait des enfants, qui avait des problèmes de reproduction, et que il y allait de question de vie ou de mort, que si elle continue à faire un autre enfant, elle va mourir parce qu'elle n'avait pas la santé
entre 2 grossesses, elle ne pouvait pas se remettre, se reconstituer. Elle fait un enfant, 3 mois après, elle tombe, fait une nouvelle grossesse, 3 mois après, elle fait, etc. Et quand on conseillait de lui faire, si elle a eu 4, 5, 6 enfants, de lui faire pas une ablation ou des trucs comme ça, mais au moins, comment on appelle ça, voilà, des trompes. Oui. La ligature des trompes. Ligature des trompes. Ah non, 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 que nous on veut pousser sa femme à la prostitution. Mais elle n'a même pas, elle n'a même plus de sang. Ses yeux sont tout blancs, elle est pâle comme ça, ses cheveux sont comme ça. Mais une femme comme ça, comment ton mari même va rester avec toi? Non seulement il te tue, en disant tu ne dois pas faire le planning familial, mais il va prendre une autre. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille à sensibiliser encore, parce qu'on a relâché un peu le problème du planning familial ici au Sénégal. J'entends de moins en moins. Avant, moi j'étais à l'ASBEF avant, que j'ai quitté en 1984. J'étais avec les Tamaro Touré, avec les Aminat Seynabou Ndao, c'était Seynabou Diallo, Seynabou Ndao, il y avait Tamaro, il y avait le professeur Fadel Diadjou, qui était un grand gynécologue, il y avait une pédiatre. C'est-à-dire on faisait tout, on voyageait partout, on expliquait aux gens que non, vous voulez réduire la population. Non, 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 c'est une question d'espacement des naissances pour une meilleure santé de la mère et de l'enfant, mais des extrémistes ont vu en ça que c'est une manipulation occidentale, que c'est des idées qui viennent de l'Occident pour réduire notre population. D'autres disent localement que c'est pour la prostitution, etc. D'autres qui disent nous voulons des enfants. Nous avions même déposé une proposition de loi au niveau de l'Assemblée, au niveau des héritages. Parce qu'on dit non, si on est à 2 ou 3 femmes, plus tu fais d'enfants, plus tu vas hériter. On leur dit oui, mais plus tu fais d'enfants, plus tu vas hériter. Vous avez tué un mari qui n'est même pas encore mort. On dit, je fais beaucoup d'enfants, comme ça, quand il meurt, je vais hériter. Donc, il n'y a même pas une histoire d'amour, tu n'aimes pas ton mari. Toi, tu attends sa mort et tu fais des gosses plein, 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 comme ça, tu vas tout hériter. Donc, on essayait d'expliquer tout ça aux femmes pour les sensibiliser et qu'on revoie le problème de l'héritage. Mais, vous savez, entre la législation civile que nous avons et ce que la charia dit sur l'héritage, après ça devient très très compliqué. On dit qu'un garçon hérite 2 fois plus qu'une fille, etc. On a eu une femme qui est morte à la 9e grossesse, quand j'étais à l'ASBEF, parce qu'elle a fait 8 filles, mais elle faisait seulement, parce qu'il lui faut un garçon. Elle faisait, et quand elle a eu le 9e enfant, elle est morte. Parce qu'elle était complètement... parce qu'elle cherchait le garçon, parce que le garçon hérite 2 fois plus que... Donc vous voyez, il y a tellement toutes ces dispositions. Mais si on arrive à introduire à l'école l'éducation à la vie familiale, vous savez, il y a eu ce projet avec l'UNESCO, je crois, qui a été décrié. Il y a les religieux qui se sont levés, qu'on veut mettre le truc de genre, de l'homosexualité, et de dire à nos enfants de choisir le sexe qu'ils vont avoir. Mais non, c'est pas ça. C'est une question d'éducation à la vie familiale, pour la maîtrise de sa sexualité, en connaître tous les enjeux, afin que nos jeunes puissent avoir une sexualité épanouie, puissent faire leurs enfants, etc. sans, d'une part, le Sénégal, quand on voit le taux, on pense que c'est les pays du Nord qui ont ce problème, mais le Sénégal, c'est l'un des pays en Afrique subsaharienne où on vend le plus de Viagra, où il y a beaucoup plus de charlatans qui parlent à la télé tous les jours. Waouh, comment on dit ça, impuissance, non, non, sexualité, ñak doole xawma lan, mais tous les jours. Et on ne fait pas attention à ça. Comme je ne travaille pas, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'amant en ce moment. Je passe tout mon temps à regarder la télé, donc je sais tout ce qui se passe. L'homme là, il va être bien.
90% des charlatans et des marabouts à la télé ne parlent que de faiblesse sexuelle. C'est étonnant. Le Sénégal, mais c'est étonnant. C'est étonnant. Parce que vous ne regardez pas la télé, vous êtes des intellectuels, vous travaillez. Moi, je ne suis pas là, je regarde la télé bêtement. Hein. Donc je vois tous ces trucs, je dis, mais un pays qui ne parle que de faiblesse sexuelle. Effectivement, c'est étonnant. Et je crois que je suis parfaitement d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et c'est une question qui revient très très souvent dans des débats pareils, où c'est un pays, parce que je crois qu'il y a une certaine dichotomie. C'est un pays où on parle de religion, c'est-à-dire que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, on en parle beaucoup et on brandit l'argument religieux très souvent. Et à côté également, on a toute cette impuissance sexuelle dont on parle du matin au soir à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'il y a une thématique relative au sexe, tout le monde se met voilà, à commenter. C'est comme s'il y avait des brindilles, la petite étincelle, et tout le monde se mettait à parler de la sexualité. Je pense qu'il faut être un peu vigilant, soit un peu aussi rencontrer le CNRA, oui, pour discuter de ça. Je sais que le calife des Mourides, il y a 3 jours, il a dit qu'il ne veut plus entendre un marabout, un charlatan, un guérisseur à la télé ou à la radio associer le nom de Serigne Touba à leur truc. Parce que chaque fois quelqu'un va dire « Man kañ maay Serigne Babacar Seck Saliou, Khadim Galas ». Il a dit qu'il ne veut plus jamais. Ils n'ont qu'à parler de leur truc, mais qu'ils n'associent pas. Mais il a dit seulement qu'on n'associe pas Serigne Touba. Au moins, lui, il a protégé. Mais il faut qu'on interdise des radios et des télés qui ne parlent. Mais le problème, c'est que c'est le reflet d'une société malade. Parce que notre jeunesse, sans éducation à la vie familiale, exposée à la pornographie, exposée au sexe, assaillie par le sexe, et qui n'est pas préparée, qui n'est pas initiée, qui n'est pas éduquée à ça, ça lui pose problème. On a vu nos enfants dans les quartiers organiser des piscines parties, et où les garçons et les filles se frottaient en dansant là. Une forme bombasse, c'est une forme de masturbation collective comme ça. Non, mais c'est la vérité, ce sont nos enfants qui font ça. Et c'est pas bon pour eux. Tout ça, ça crée des troubles qui peuvent les rendre fous. Oui. Alors que si on leur expliquait qu'est-ce que c'est que la sexualité, que tout le monde soit au courant, qu'ils soient initiés, mais on ne peut pas les enfermer, ils sont exposés, ils trouvent eux-mêmes des solutions, tout ça, ça crée, et ça agit ultérieurement, beaucoup de masturbation, etc. Forcément, il y aura une génération d'hommes qui auront des problèmes de faiblesse sexuelle. Donc ça va être un problème de santé publique. Exactement. Que nous risquons d'avoir au Sénégal avec les prochaines générations. Énormément de désinformation donc sur la sexualité, sur les thématiques qui sont liées au sexe, à la santé, à la reproduction. Je disais en début de propos qu'il y avait une audace dans les propos de Ken Bougoul, qu'il y avait de la véracité et de la lucidité. Donc vous êtes en train de vous rendre compte de cela et c'est extrêmement important qu'on puisse entendre cela de la part d'une figure emblématique telle que vous, Madame Ken Bougoul. Je pense qu'on devrait également donner la possibilité au public de pouvoir participer au débat. Je suis sûre qu'ils ont énormément de questions là-dessus et vous êtes prête pour y répondre. Ça, je ne sais pas. Alors, on va... C'est Yacine Sey, je suis écrivaine. Bon, j'ai une question à poser à Madame Ken Bougoul. Une question que j'ai envie de poser à toutes les femmes, entre guillemets, écrivains féministes. Bon, est-ce qu'il vous arrive quelquefois d'aborder des thèmes et d'avoir un petit recul en disant que ça, c'est en porte-à-faux avec nos cultures, nos religions? Parce que quoi qu'on puisse dire, chaque société a ses propres réalités. Donc, est-ce qu'il vous arrive d'aborder des thèmes et après d'avoir un petit recul parce que ça ne va pas avec nos cultures, nos religions et autres? Voilà, c'était la question. Conditionner dans ce pays, ça a un prix. Quand tu es jeune, quand tu es une femme jeune, avec plein d'esprit, avec plein d'idées, pour se déconditionner, a vraiment un prix. Qu'est-ce que vous allez conseiller à une jeune femme qui veut se déconditionner, mais tout en restant
normal par rapport à la normalité de la société, tout en ne pas être une personne marginale, ne pas être une touba ou bien une quelque chose de ce genre. Donc c'est ma question en fait. Merci d'être là, merci d'être la personne que vous êtes et de partager avec nous votre expérience. Moi, je voudrais que vous reveniez un peu sur votre parcours littéraire, parce que je ne sais pas si c'est parce que je m'étais déplacée tout à l'heure. Quand vous parliez de votre vie dans la rue, c'était un choix ou vous étiez obligé? Parce que à vous entendre parler, et vous avez eu des statuts au niveau des structures, au niveau du Sénégal, vous avez voyagé, je ne me retrouve pas. Votre personnalité est assez frappante, je ne comprends pas ce cursus qu'il y a eu dans votre vie. Je voudrais être éclairée dans ce sens. L'écrivaine. L'écrivaine, voilà, c'est ça la première question. Oui. Non, c'est-à-dire que, bon, ça dépend. Vous savez, l'écriture, il y a plusieurs sortes. Par exemple, moi, je peux être interpellée par une question, mais que je ne traite pas, que moi, je ne traite pas. C'est-à-dire que j'utilise ce qui m'a interpellé pour écrire un livre. Parce que pour moi, je dissocie le prétexte d'écriture de l'écriture. Je veux écrire un livre et quelque chose m'interpelle. Tiens, une jeune fille qui a été tuée ou violée quelque part. C'est-à-dire, je ne vais pas... Bon, là, c'est viol, je dénonce. Disons, je veux écrire sur les faux charlatans, les faux marabouts, ou bien sur les pesanteurs de la religion, ou bien sur la mauvaise interprétation de la religion, par exemple. Si j'attaque ça, on dit, ah, elle a attaqué les religieux. Moi, j'ai écrit un livre qui a parlé des religions, ça s'appelle Rue Félix Faure. Ça se passait rue Félix Faure. Parce que j'ai dit, comment traiter de comment des gens qui se disent religieux et ces gens exploitent et manipulent les femmes, ou tout le monde, mais particulièrement, j'ai pris le cas des femmes, exploitent et manipulent sous le couvert de la religion. Hommes et femmes, ils manipulent, hein, mais j'avais choisi ce côté des femmes. Et donc, si j'écris ça que oui, il y a des gens, ils exploitent les gens, ils les manipulent, ils demandent de l'argent, ils poussent les gens au crime, ils sont là, ils vivent bien. Non, 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 non. Moi, ça, c'est ce qui m'a interpellée. Quand quelque chose m'interpelle, je dis, je vais écrire un livre avec ce prétexte. Parce qu'en fait, ce qui m'a interpellée n'est pas le sujet que je veux traiter, mais je l'utilise comme prétexte pour écrire un livre. C'est différent un livre de traiter d'un sujet. Et comme je ne veux pas, moi, marier Toumbay, moi, je peux m'adresser à n'importe quel religieux et discuter de religion parce que j'ai étudié la religion. Mon père était un religieux. La mosquée dans notre maison est toujours là-bas à Malémodar. Je connais tous les religieux, j'avais épousé un religieux, je lis les religions, je connais. Donc je peux les attaquer directement. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ces plans-là. Mais je veux en parler. Donc, c'est ça le prétexte, manipulation, exploitation sous le couvert des religions. Mais je veux écrire un livre. Bon, je dis, religion, c'est qui? Il y a le bon Dieu, il y a des gens. Mais le bon Dieu, il habite où? Je dis, tiens, je vais faire loger le bon Dieu rue Félix Faure. Parce que rue Félix Faure, que nous, on a connu, hein, il y avait beaucoup de Cap-Verdiens, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de morna, il y avait de jolies filles capverdiennes avec leur peau qui ressemble à du miel caramélisé, belle.
de leurs shorts blancs, leurs cheveux, la musique de la morna. Rue Félix-Faure était fréquentée par les marins. Il y avait de la prostitution. Passer rue Félix-Faure faisait partie des rituels pour les marginaux. Mais que tout le monde disait, rue Félix-Faure, c'est pas bien. Et moi j'ai dit, c'est là où c'est pas bien. C'est là que Dieu, je vais le loger. Il habite rue Félix-Faure. Mais on va dire, oh, c'est la littérature, oh, les écrivains, ils planent. Mais en fait, je sais ce que je veux, où je veux aller. Donc, j'ai pris un mokadam. Donc, carrément le mokadam. Hein? Alors que j'aurais pu prendre tous ces pasteurs évangélistes ou évangéliques qui sont en train de devenir des milliardaires, qui ont même des chaînes de télé, qui s'occupent de tout, prennent l'argent des gens. Il y en a même qui ont des jets privés. Il y en a beaucoup chez les évangélistes. Il y en a beaucoup. Au Cameroun, je connais bien leur histoire aussi. Mais j'ai pris un mokadam, c'est-à-dire, pour dire, je vais prendre quelqu'un de musulman. Et j'ai montré comment ce mokadam manipuler, exploiter des femmes, 4 femmes qui vont finir, il faut lire rue Félix-Faure, qui vont finir par tuer ce mokadam. D'ailleurs, à la fin du livre, il tue le mokadam, les 4 femmes voilées. Donc, quand je fais de la littérature, je fais de la création. Donc, c'est pas moi qui parle, ce sont des personnages que je fais parler. Parce que je crée des personnages. J'ai créé des philosophes, les 4 femmes qui, à la fin, vont tuer le mokadam au début, mais qu'on va découvrir à la fin. J'ai créé des personnages derrière qui, moi, je me mets comme le nègre, comme leur sbire. Donc, les personnages peuvent s'exprimer librement. Et c'est comme si c'est moi qui... C'est pas moi qui m'exprime. C'est pour ça que quand on veut traiter d'un sujet soi-disant tabou, il faut créer des personnages très forts qui traitent le sujet et l'auteur se met derrière pour organiser, pour faire seulement de la création littéraire, pour rester dans le domaine de la littérature et laisser les personnages dans des enjeux, dans des situations, dans des perspectives qui posent le problème qu'on veut traiter et que le problème est tabou. Et là, on a l'impression que ce n'est pas l'auteur qui parle, mais ce sont des personnages qui disent des choses que peut-être les autres peuvent percevoir ou penser que c'est tabou. Donc il faut que l'auteur se détache. C'est pas l'auteur. L'auteur doit s'occuper de création littéraire. La littérature, c'est de la création. C'est comme faire un film. C'est comme une pièce de théâtre. C'est comme composer une musique. Maintenant, les sonorités, ça peut être inspiré de la mer, du feuillage des arbres, quand le vent souffle à travers les feuillages, on s'en inspire, on compose de la musique. L'écriture, c'est comme ça. À moins qu'on écrive un essai. Mais si on est dans le roman, dans la littérature pure, il faut créer des personnages très très forts qui traitent le sujet dans leur comportement, dans leurs propos, dans leur attitude, dans leur démarche, dans leurs actions. Et l'auteur se met derrière pour organiser l'écriture. C'est comme ça que moi, j'essaie de m'en sortir. Pour ce qui est du déconditionnement dont Khoudia parlait, ça dépend de quoi on veut se déconditionner. Par exemple, quelqu'un les déportés, les Afro-Américains ou les colonisés qui veulent encore se décoloniser 60 ans après la décolonisation, on dit il faut qu'on se décolonise le mental. Je dis mais dis donc, on va continuer toute notre vie. Et tout le temps, on est là, il faut qu'on sorte de... Ouais, c'est parce qu'on a été colonisé, parce que nos meilleurs bras sont partis en esclavage. Mais l'esclavage, là, c'est combien de siècles? Depuis là, on n'arrive pas à avoir des bras forts, là. Les bras forts sont partis. Et tout le temps, ça revient, la victimisation, en toute démarche d'émancipation. Il faut y aller mollo, etc., étape par étape. Pour ce qui est
du processus. Donc, c'est-à-dire que moi, comme elle avait dit en me présentant, je suis née à Malem-Hodar. Quand j'ai eu 5 ans, ma mère a quitté le domicile conjugal pour aller dans un autre plus gros village qui s'appelait Guinguinéo, où sa mère avait une maison. 33 ans après, elle m'a dit qu'elle m'avait laissé là-bas avec mon papa grand-père parce que son fils devait aller à l'école. Et il n'y avait pas l'école dans le village. Donc elle est partie là-bas. Mais moi j'avais 5 ans et je lui ai dit, mais pourquoi me laisser, moi qui avais 5 ans? Tu prends avec la main, je ne paye même pas de billets dans le train. Puisque le train, pendant la période coloniale, on paye le billet quand sa tête dépasse la fenêtre. Mais les fenêtres, c'était des wagons un peu... La fenêtre n'était pas comme ça, c'était un peu haut, avec des vitres comme ça. Et moi, ma tête n'arrivait pas à la fenêtre, donc je n'allais même pas payer de billets. 33 ans après, elle a essayé de m'expliquer ça. Bon. Et donc, quand elle est partie, elle m'a laissé avec ce papa, ce vieux, que tout le monde appelait grand-père, parce que mes neveux, les enfants de mes frères et de mes sœurs, étaient plus âgés que moi. Parce que si mon père jeûnait quand il a 85 ans, il a eu des enfants qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et moi, j'étais sa Benjamin. Heureusement que je lui ressemble, hein, parce que sinon, on aurait pu penser beaucoup de choses de ma mère. Mais c'est moi qui ressemble le plus à mon père dans la famille. Et on me lâche comme ça, avec un vieux devenu aveugle, et que moi, je dois conduire avec le bâton, petite fille. Personne pour me dire que même j'étais fille ou garçon en plus. Donc moi, je vivais comme ça. Papa, maman, ne connaît pas. Un grand-père, un vieux, mais il est aveugle. Comment on communique? Il me touche, je prends sa main, je dis, touche-moi comme ça. Voilà, mon nez là. Pourquoi mon nez est comme ça? Moi, je n'ai pas un nez comme ça, etc. Donc, j'ai pu quand même, quand il y a eu une première classe ouverte à Malem-Hodar, une seule salle de classe, je suis allée toute seule parce que mon père, il est vieux, il est aveugle, il n'y a personne. Je suis allée, etc. C'était super. C'était génial. Moi, j'apprenais. J'étais une fille curieuse, enfin, un enfant curieux. Je montais dans les arbres. Je tuais plein d'oiseaux que je faisais griller là, dans la brousse. Je mangeais des lézards et tout. Sauvage, quoi. Mais bien, hein. Je crois que ça a été très important dans ma vie. Ça m'a donné les forces que j'ai, quoi. De grimper les arbres, de tuer des lézards, de les dépecer, de faire des feux tranquilles, de griller, de les manger, sucer les trucs. J'ai la nature, je maîtrise l'environnement, les oiseaux. J'avais les nerfs, les sens très développés. Les bruits, j'entendais tout. Il n'y a pas d'électricité. Je peux deviner un serpent qui se déplace dans le sable, etc. Parce que je devais prendre soin de moi. Qui va me dire qu'il y a un serpent? Et la maison où on habitait, on entourait ça de... Il y avait des tabananiers, des arbres de tabanani, tout autour, très épais, parce que la nuit, les hyènes rentraient dans les maisons. Et moi, tout le monde est parti, je suis avec un vieux aveugle qui va s'occuper de moi. Il fallait que je me batte, hein. Et pour ça, c'est les sens. Je le dis toujours aux gens, développez vos sens. Il faut savoir écouter, regarder, sentir. Oui, on lui donne le micro. Vous avez une chance inouïe, hein, de rencontrer Ken Bougoul. Et dites-vous que ce qui se passe ici, essayez de le renouveler, parce que ça vaut une année d'université. Merci. Ok. En fait, moi, bonjour déjà, moi c'est Fatou War Hassan. Donc la question que je voulais poser est est-ce que madame, vous vous définissez comme féministe? Si oui, qu'est-ce que vous mettez dans votre féminisme? Sinon, qu'est-ce que vous proposez à la place? Merci. Bonjour tout le monde. C'est bon?
une élève de Mariam Ba. Bon, ma question, je vais d'abord commencer par la situation. Déjà, nous avions, surtout dans notre école, il y a beaucoup de féministes qui viennent, débats, conférences, activités, leadership, etc., etc. Mais à chaque fois qu'ils finissent de parler et que je sors et que je réfléchis, je me dis que on n'a toujours pas parlé de plan d'action pour trouver d'autres leaderships. Parce que c'est bien de former des leaderships qui sont là, à l'école, ouais, des filles d'excellence, etc. On va les former. Après, la jeunesse va faire changer le Sénégal, avancement, etc. La jeunesse, c'est le futur. Mais aussi, les personnes qui sont actuellement là devraient ouvrir un peu la porte, nous montrer le chemin pour que nous puissions avancer librement. C'est-à-dire, les femmes qui sont dans les villages. Exemple, le peu qu'ils regardent des télés, comme par exemple moi, j'ai une tante illettrée. Quand je regarde une série où on met des sous-titres en anglais, elle arrive à m'expliquer la série alors qu'elle ne comprend pas. Moi, je suis là à aller à Google Traduction pour chercher, genre, qu'est-ce que ça signifie? C'est la même question pour toutes les trois. Ça dit que le problème, de dire est-ce que vous êtes féministe ou pas, comment vous définissez. Là, on est dans les concepts. Moi, la vie, je l'ai vécue et je la vis. C'est-à-dire, j'ai pas fonctionné selon des concepts parce que la vie ne m'a pas offert cette situation. C'est presque si je vis au jour le jour, l'instant d'après, voilà, je suis dans la survie en fait. Je suis parce que j'ai dit vivre, peut-être certainement c'est intéressant. Quand il m'arrive un peu de me laisser aller dans mes zones de confort là, et puis tout d'un coup je me réveille, c'est comme si je dis mais j'ai relâché la vigilance. Alors maman, c'est un trophée. Wow. Voilà, parce que pour le fait qu'on est de prière, au nom des culturels, on t'offre ce trophée pour tout ce que vous avez fait pour la littérature, cette liberté que vous nous avez donnée. Voilà, marraine de la première édition au Salon du Livre Féminin de Dakar, à celle qui nous libère à travers ces mots. Voilà. Elle a dit, il n'y a pas sa photo. C'est bon. Moi non plus, je ne vois pas sa tête. Moi non plus. Eh non, mais je l'appelle. Bikin de kuwaila warul warul lir ñu di tilima la dee warul warul wax ju bon de gul fa mu jë warul warul fu mu jóge la cosaanoo